Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, bonjour. C'est toujours avec un grand plaisir que je vous retrouve chaque samedi dans le cadre du Forum libéral. Samedi dernier, nous avions invité Madame Maître Lacavé pour apporter quelques explications quant au dossier des Haïtiens qui avaient été expulsés manu militari, on dirait, par un vol spécial pour aller en Haïti. Maître Lacavé était elle-même dans ce dossier où elle a défendu quelques personnes qui n'ont pas pris l'avion. Elle a apporté certaines informations samedi dernier et aujourd'hui nous allons compléter effectivement les informations que nous avions été tenus d'arrêter à cause de l'heure qui était arrivée. Alors tout d'abord, je dois vous dire en ce qui me concerne personnellement, j'ai gagné une affaire au tribunal administratif. Quand je dis j'ai gagné, vous pouvez dire nous avons gagné. Parce qu'à la suite des élections municipales, il y a un rigolo qui a porté plainte contre la liste d'Éric Jalton. J'étais sur la liste d'Éric Jalton, mais en plus de ça, j'étais président d'un bureau de vote. Et dans ces allégations, ce monsieur indiquait que nous avions fait voter des morts. Alors il m'attaquait directement. Le tribunal administratif m'avait communiqué la plainte et m'avait demandé de faire un mémoire de défense. Donc j'ai présenté mon mémoire de défense et le 15 décembre, le tribunal a décidé de rejeter la plainte de ce rigolo et de confirmer l'élection de Éric Jalton et de sa liste. Mais le tribunal pouvait-il faire autrement? Les élections ont été gagnées par Éric Jalton avec plus de 70% de voix. Comment peut-on imaginer un seul instant que les 70% de voix étaient constitués de morts depuis des années que nous avons été déterrés pour leur prendre par la main et les emmener dans un bureau de vote pour nous faire élire? Ça ne pourrait pas tenir compte. Et c'est ainsi que le tribunal, de sa grande sagesse, a débouté ce rigolo et ses amis, parce qu'il faut bien comprendre que ce rigolo n'a pas agi seul. Suivez mon regard et vous comprendrez. En tout état de cause, nous avons gagné cette affaire. La liste complète est bien élue. Et moi, en tant que président de bureau, je suis lavé de tout soupçon. Voilà, maître, ce que je voulais vous dire. Aujourd'hui, comme vous êtes avocat vous-même et vous connaissez ces affaires de justice, vous comprendrez bien que je suis heureux. Et toute ma liste, non seulement ma liste, mais surtout mon président, Éric Jalton. Alors, nous allons poursuivre effectivement les explications sur ce qui s'est passé concernant les Haïtiens qui ont été expulsés. La dernière fois, vous avez apporté quelques informations, mais nous n'avons pas été jusqu'au bout. Et maintenant, je vous demande de bien vouloir poursuivre vos explications. Alors, je vais saluer tous les téléspectateurs et toute la Guadeloupe et la maison Canal 10 qui nous reçoit si agréablement. Et je vais, pour continuer, puisqu'on vient de parler de justice, nous allons parler de justice à nouveau. Et la dernière fois, j'ai fait une espèce j'ai parlé des généralités concernant la situation de l'étranger au niveau du dépôt de la présentation de son dossier de demande de titre de séjour. Et nous avons survolé les domaines de droit qui interviennent dans ces affaires d'étrangers. Alors aujourd'hui, ce n'est pas un cours de droit que je vais faire, mais je vais tout de même exposer les différentes procédures afin que vous appréciez vous-même et que vous sachiez que le cas d'un Haïtien qui arrive jusqu'à l'expulsion ou jusqu'à la libération est absolument examiné en droit par les différentes juridictions. Donc, lorsque quelqu'un, un étranger, est placé en rétention, il est placé au centre de rétention, au Mont-Verguin, au centre de rétention des Abîmes.
Et à ce moment-là, dans les 48 heures, il doit être présenté, c'est obligatoire. Là, on ne peut pas contourner. Obligatoirement, il doit être présenté devant un juge des libertés. Dans le même délai de 48 heures, et c'est là que tout à l'heure je vais un petit peu revenir là-dessus, dans le même délai de 48 heures, il peut également présenter un recours devant le tribunal administratif, un recours en référé liberté, une procédure de référé liberté, pour demander sa mise en liberté. Mais cette procédure devant le juge des référés ne s'adresse qu'aux personnes qui ont un cas qui permet d'exposer un cas d'urgence déjà, et aussi un cas qui permet d'exposer devant le tribunal administratif qu'il est porté atteinte aux libertés fondamentales de l'étranger. Alors, justement, Matt, dans le cas qui nous intéresse précisément, la saisine qui a été faite par le collectif des avocats, s'agit-il d'une référée liberté? Parce qu'il y avait des gens qui étaient déjà là depuis quelque temps. Je vais y venir tout à l'heure. Je préfère aller dans l'autre. Donc, nous arrivons au centre de rétention. La personne est placée en centre de rétention et il va être présenté au juge des libertés. Quel est le rôle du juge des libertés? Et c'est là que vous verrez que tout est contrôlé minutieusement, sans embarras, et dans le respect de toutes les lois qui concernent cette affaire-là, tous les articles qui concernent les articles du Code pénal. Le juge des libertés aura pour rôle de contrôler si la personne a été interpellée dans les règles, si le gendarme ou le policier de la PAF qui l'a arrêté avait le droit de l'arrêter à l'endroit où il a été arrêté, dans quelles conditions il a été arrêté, dans quelles conditions il a été gardé à vue, et même il y a aussi le contrôle de la présentation de ce dossier. Si le dossier dépasse de une demi-heure les 48 heures, le délai de 48 heures, pour être présenté devant le juge des libertés, c'est une condition déjà de nullité. Et on peut soulever comme cela un certain nombre de nullités concernant les conditions dans lesquelles la personne a été arrêtée, les conditions dans lesquelles il a été placé, les différents procès-verbaux, est-ce qu'ils ont été datés, est-ce qu'il y a eu un interprète, est-ce que l'interprète avait prêté serment? Tout cela doit être vérifié et le juge des libertés, sans pencher pour les gendarmes qui ont travaillé. C'est vrai que les policiers et les gendarmes travaillent beaucoup dans ces histoires-là, mais sans égard en tous les cas pour tout ce travail qui a fait que l'étranger se retrouve en centre de rétention, le juge des libertés va annuler s'il y a lieu d'annuler. Et même l'avocat qui est là, qui est présent et qui accompagne cette personne qui est présentée devant le juge des libertés, a pour lui de soulever ces nullités. Et c'est là que cet avocat qui travaille, qui est de droit des étrangers, est dans une situation de marathon, parce que c'est en 5 minutes que l'avocat doit à la fois voir le dossier de procédure, voir quelles nullités qui devront être soulevées, parler à son client, le préparer à l'interrogatoire auquel il va être soumis devant le juge des libertés. Tout cela doit être fait en 5 minutes et on arrive devant le juge des libertés. Soulever une liminality, ça veut dire avant que le dossier même soit présenté, tout de suite, l'avocat doit spontanément pouvoir développer les nullités qui sont dans le dossier. Alors précisément, justement à ce niveau, pour saisir le juge des libertés, cela se fait automatiquement ou bien c'est obligatoirement que la personne en rétention qui doit demander à saisir le juge des libertés? Non, ce n'est pas la personne en rétention peut saisir le tribunal administratif. Oui. Le juge des libertés est saisi par le préfet, parce que c'est le préfet. Je vais m'expliquer. Donc c'est systématique. Non, parce que comme il n'est pas possible de maintenir une personne en rétention plus de 48 heures,
sans qu'il soit devant le JLD, devant le juge des libertés, le préfet saisit le juge des libertés, mais il doit le faire dans les 48 heures, pas une minute de plus. Si la saisie est en retard, le dossier devient nul. Le préfet donc doit saisir le juge des libertés d'une demande de prolongation du métier en rétention. L'avocat de l'autre côté vient pour demander soit que le dossier soit prononcé, soit reconnu comme nul, ou alors l'avocat a le droit, puisque le juge a ce droit-là, c'est le code des étrangers qui le dit, l'avocat va demander pour son client une assignation à résidence, c'est-à-dire la mise en liberté pour que la personne sorte et parte dans des conditions plus dignes, c'est-à-dire qu'il prépare toutes ses affaires avec sa famille. Il dispose d'un délai de 30 jours pour cela, et 30 jours pendant lesquels cet étranger devra aller pointer à une gendarmerie ou à un poste de police qui lui sera indiqué. Alors, autre chose qui m'est d'être expliquée, vous venez de dire qu'il a 30 jours pour quitter le pays. Mais on lui dit également qu'il a 2 mois qu'il peut saisir le tribunal administratif. Absolument. Alors, il lui est notifié en même temps qu'il peut saisir le tribunal administratif dans les 2 mois. Et c'est là qu'il y a un réel problème. Parce qu'en même temps qu'il lui est notifié qu'il peut saisir le tribunal administratif dans les 2 mois, en même temps, on lui dit qu'il doit quitter le territoire dans les 30 jours. Mais s'il fait le recours n'est pas suspensif, effectivement. Donc, il aura intérêt à déjà avoir saisi le tribunal administratif si sa situation le permet. Mais ça n'est pas possible pour tout le monde. Les personnes qui sont célibataires et qui n'ont aucune famille, aucune attache affective, ne peuvent pas aller devant le tribunal administratif. Alors, précisément concernant la non-suspension du délai. Alors, je vais expliquer ce que j'ai pu connaître, moi. J'ai saisi le secrétariat de l'Assemblée nationale concernant cette affaire précisément qui était créée par la loi Debré, Jean-Louis Debré, qui est devenu par la suite président du Conseil constitutionnel. Il semblerait, selon mes informations, que c'est un député de l'Outre-mer qui aurait présenté un amendement pour demander à ce que le délai ne soit pas suspensif. Alors, qu'un député ait demandé que la loi ne soit pas que l'appel ne soit pas suspensif, je ne sais pas. Mais moi, il y a un député. C'est possible. Il y a eu un amendement. Mais comme je n'ai pas l'amendement devant moi pour vérifier. Mais ça peut se retrouver au secrétariat de l'Assemblée nationale. D'accord, mais je ne peux pas rentrer dans cette affirmation. Par contre, il se trouve que la loi est telle qu'il n'y a pas de délai suspensif en matière d'appel. Mais il y a aussi que les articles du code du CESEDA ont des aménagements spéciaux en fonction des régions. Ainsi, en Guyane, vous avez aussi toutes les régions frontalières qui peuvent poser un problème plus important. Alors, Mayotte, la Guyane, toutes les régions frontalières qui peuvent poser un problème, et ça ne s'applique pas qu'à un Haïtien plutôt qu'à un Dominicain, c'est à tout étranger. Toutes les régions frontalières ont ces dispositions spéciales. Des dispositions spéciales. Alors, en Guadeloupe, effectivement, c'est l'appel non suspensif. Et ça, on n'y peut rien. Par contre, si on ne fait pas appel, comme nous l'avons dit la dernière fois, l'arrêté préfectoral devient définitif et exécutoire. Et là, c'est un danger pour l'étranger qui est resté sur le territoire français et qui n'a pas fait de recours. Il est la proie en vue d'une prochaine expulsion le jour où on le retrouve. Donc,
il faut, même si cet appel-là n'est pas suspensif, il faut faire appel. Parce que si on n'a pas fait appel, on se cause son propre problème. Alors précisément, maître. Et justement, toujours dans le cadre de la suspension, pourquoi quand la personne fait une saisine auprès de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, c'est suspensif? Mais nous revenons sur les applications des articles. Hein. Pourquoi? Parce que la loi... C'est là toujours. Nous travaillons sur des lois qui sont votées, qui sont aménagées par un gouvernement. Et je dirais même que le Code des étrangers a une couleur politique, puisqu'il va varier aussi selon le pouvoir voilà, selon le gouvernement qui est au pouvoir. Donc on n'y peut rien, ça passe au-dessus de nos possibilités. Nous ne pouvons pas, nous citoyens, aller modifier une loi de cette façon-là. Alors le mouvement, je viens maintenant au mouvement qu'il y a eu l'autre jour, le mouvement qui s'est produit à propos du départ des étrangers. Des Haïtiens. Des étrangers haïtiens, effectivement, est un élan de solidarité, d'affection même, je dirais, vis-à-vis de nos frères haïtiens. C'est louable, c'est bien pour la population guadeloupéenne. Mais néanmoins, ce mouvement ne peut guère que sensibiliser nos députés, ceux qui vont légiférer, et qui pourront un jour porter des modifications aux dispositions qui existent maintenant. Toujours est-il, je vais souligner tout de même quelque chose. Ce mouvement n'aurait pas eu lieu, normalement, si l'État haïtien, l'autorité haïtienne, s'y était opposée, défendait, non pas si elle s'était opposée, elle ne pouvait pas là, si elle défendait suffisamment ces étrangers qui sont ici, ces Haïtiens qui sont en Guadeloupe. Je vais m'expliquer. Depuis le mois d'octobre, chaque fois que les Haïtiens venaient à être présentés devant le juge des libertés, régulièrement, les différents avocats qui défendent les étrangers, nous ne sommes pas nombreux, nous sommes environ 5 ou 6, les différents avocats intervenaient en soutenant que la période sanitaire actuelle ne permettait pas que l'étranger soit maintenu en rétention parce qu'il n'y avait pas de perspective d'éloignement. C'était ça notre argument. Et régulièrement, l'étranger était soit libéré carrément avec son passeport en main, et ça c'est l'idéal pour un étranger, d'être libéré avec son passeport en main. En général, c'est quand il y a une nullité dans le dossier qu'on obtient de partir avec le passeport, puisque normalement la liberté d'un étranger entraîne que son passeport soit maintenu entre les mains de la préfecture. Mais là, toute la période d'octobre jusqu'à novembre, jusqu'à fin novembre, régulièrement, tous les étrangers qui entraient au centre de rétention étaient libérés avec passeport ou assignés en résidence. Il s'est trouvé qu'un événement est intervenu, je ne sais pas pourquoi. Un document provenant des autorités haïtiennes a été mis à la disposition de la préfecture, je ne sais pas pourquoi. Et ce document indique que l'aéroport d'Haïti est ouvert. Toussaint Louverture. Est ouvert, alors que jusqu'à présent il n'y a pas de vols commerciaux. L'aéroport est ouvert, que tout Haïtien peut rentrer dans son pays et que tout Haïtien, qu'on peut entrer en tous les cas, qu'il est possible d'entrer à Haïti sans test PCR. À partir de là, nos arguments étaient combattus. Ça tombait. Et automatiquement, la prolongation demandée par le préfet était admise.
Alors, elle n'était toujours pas tout à fait admise tant qu'il n'y avait pas de vol, parce que même s'il y avait 100 tests PCR ouverture de l'aéroport, et même si tout Haïtien pouvait rentrer, tant qu'il n'y avait pas d'avion, c'était impossible en tous les cas pour le préfet qui avait obtenu la prolongation d'expulser réellement les Haïtiens. Jusqu'à ce que la préfecture ait eu l'idée d'organiser ce fameux vol. Et ça, on ne peut pas parler de vol groupé, on peut parler de charter organisé pour les différentes personnes qui étaient à l'intérieur, qui étaient maintenues en rétention, et pour lesquelles un vol a été organisé. Mais ce n'était pas un vol groupé, comme si on a pris une série de gens et puis on les met dans l'avion. Alors précisément, Voilà. Il y a des gens qui ont manifesté contre la compagnie. Il est bien indiqué que la compagnie a été obligée, a été réquisitionnée pour ce vol. Donc ce n'est pas de sa propre volonté que la compagnie a mis un avion à la disposition pour faire ce transport. Alors malheureusement, le temps est très court, comme vous savez. Je vais terminer quand même. Hein? Oui, allez, parce dans la 5 minutes. Maintenant, il y a une autre méthode qui est adoptée. Ce n'est plus le vol groupé, c'est l'expédition ou l'embarquement des Haïtiens métenus, la préfecture a réalisé qu'avoir 30 personnes que l'on va faire partir, c'est quasiment impossible, puisque entre-temps, les avocats les font libérer. Et finalement, la dernière fois, ils avaient déjà les 30 personnes, mais comme nous en avons fait libérer la plupart, donc finalement, l'avion Air Caraïbes n'est parti qu'avec 9 personnes. Et maintenant, le nouveau système, c'est de les embarquer à destination de Paris, et de Paris, les envoyer à Haïti, les faire transporter jusqu'à Haïti. Donc ça, c'est la nouvelle formule. Et ça, nous n'y pouvons rien non plus. Alors, l'autre façon dont l'État haïtien pourrait intervenir, les autorités haïtiennes pourraient intervenir, c'est que la plupart, je vois Cuba, Montserrat, il y a 15 jours, tous ces pays-là exercent la possibilité de refuser d'accepter telle ou telle personne que l'on reconduit. Mais à Haïti, je n'ai jamais vu cette disposition-là s'appliquer. Voilà. Très bien. Écoutez, nous allons recommencer la semaine prochaine, puisqu'il y a trop de choses à dire sur cela, parce que les gens ne comprennent pas tout. Et il y a un problème que je voudrais discuter avec vous la semaine prochaine, surtout, c'est qu'il y a eu une directive de l'Union européenne adressée notamment à la France pour indiquer que l'étranger ne peut pas être considéré comme un délit pénal. Et que la Cour de cassation a pris un arrêté, je vais vous communiquer l'exemplaire si vous voulez, qui indique que l'étranger n'étant pas un délit pénal, qu'il n'était plus possible de le mettre en garde à vue. Nous laissons ça pour la semaine prochaine et nous allons débattre nettement de cela pour savoir est-ce qu'il faut donc appliquer le code pénal concernant un étranger ou pas. Alors ce sont des explications que vous allez apporter la semaine prochaine. Et je vous remercie de votre disponibilité pour venir nous expliquer ces différentes techniques contenues dans le CCDA. Voilà, alors je vais remercier M. Montpierre et Canal 10 de m'avoir accordé ce temps de parole. Précisément, nous allons essayer, voir si on peut obtenir la participation d'un diplomate d'Haïti, par exemple. Oui. Si le consul ou le vice-consul pourrait venir pour expliquer pourquoi il a été obligé de faire ça de cette manière. Voilà. Bon. Merci, maître. Eh bien, chers amis téléspectateurs, vous savez, nous sommes là pour vous apporter les plus grands éclaircissements que vous souhaitez. Après l'émission de samedi, j'ai reçu beaucoup d'appels de personnes concernées et je crois que nous devons refaire une autre séance la semaine prochaine. Et vous serez, j'espère, très nombreux à nous assister. Bon week-end à vous tous et à samedi prochain.